Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver pour cette quotidienne du 28 septembre. En actu, pour commencer d'abord cette annonce, la démission du chef du service des ressources humaines du côté de la ville de Nyon. On y revient en début d'émission. Ensuite, sur le plateau, on donnera la parole à Christine Giraud, notamment responsable politique du territoire pour Région de Nyon, avec le samedi qui peut tout changer et rien que ça. Les autorités du Grand Genève invitent les citoyens ce samedi 1er octobre à des démarches participatives. Objectif, construire le territoire de demain. Ensuite, en sport, on prendra le large avec Nils Palmieri. Le navigateur s'est classé 6e lors des courses de la solitaire du Figaro et remporté ainsi le trophée Vivi. On y revient sur ce joli exploit. Enfin, en culture, direction la Galerie Focale pour les 40 ans de l'institution. Alexandre, tu es sur place. Oui, Andrea, et je me permets de te dire, parce que la Galerie Focale est située sur la place du Château, que vu qu'on en a parlé hier, eh bien, les montages vont bon train pour la fête de la vigne. Voilà, qui aura lieu ce week-end. Mais place donc à la Galerie Focale qui se situe, tu vois, juste ici. Galerie et bibliothèque aussi. Alors, cette galerie, elle a 40 ans. Il y a une nouvelle exposition qui retrace justement l'histoire en 4 décennies de cette galerie qui a été la toute première galerie consacrée à la photographie en Suisse romande. Visite des lieux, du coup, après. Que des anniversaires cette semaine, ça fait plaisir. J'espère bien qu'on aura quand même du gâteau, Alexandre, à la fin, parce que moi, avec tout ça, j'ai faim. À tout à l'heure, merci beaucoup. Nos invités du jour, Christine Giraud, vous êtes responsable politique, notamment du territoire pour Région de Nyon. Bienvenue sur ce plateau. À vos côtés, Nils Palmieri, vous êtes navigateur. À tout de suite pour vos actualités respectives. En bref, et pour commencer, à Nyon, le chef du service des ressources humaines de la ville de Nyon a démissionné avec effet immédiat d'entente avec la municipalité, je cite, pour relever de nouveaux défis professionnels. Dans son mail communiqué aux différents services de la ville, le chef de service sortant rajoute que son dernier jour d'activité intervient ce jeudi 28 septembre. Une annonce qui arrive à quelques jours du prochain conseil communal de Nyon et notamment du préavis intitulé « Administration nyonnaise, point de situation sur la sortie des difficultés ». Un préavis qui présente la nouvelle organisation du service de l'administration générale. À noter que 2 procédures de recours sont toujours en cours du côté de la CDAP, la Cour de droit administratif et public, et que selon 24 heures à ce jour, le coût de la crise administrative s'élève à bientôt 600 000 francs. On passe à la page suivante avec vous, Christine Giraud. Je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Vous êtes responsable politique du territoire pour Région de Nyon. Bienvenue, merci d'être avec nous. Avec vous, on va répondre à ces questions. Comment habiter le territoire aujourd'hui et comment préparer demain, samedi 1er octobre, avec 8 forums organisés simultanément. Les autorités invitent les citoyens pour construire le Grand Genève de demain, une démarche participative transfrontalière. Ça s'appelle un samedi qui peut tout changer. Christine Giraud, mais on change quoi ? Alors, on change déjà la manière de procéder, puisque là, la particularité de ce grand projet, cette vision territoriale transfrontalière, c'est au niveau de l'agglomération que ça se passe, c'est-à-dire le Grand Genève, et puis précisément dans notre district, ce sera samedi 1er octobre à Gland, mais surtout la nouveauté, c'est parole aux citoyens. C'est une volonté participative, une volonté d'intégrer la population, d'écouter la population, tout ça dans l'idée de s'approprier un petit peu les thématiques d'aménagement du territoire, de comment vivre demain dans cet espace du district de Nyon, et puis quelles sont les idées que les citoyens pourraient avoir pour leur vision aussi par rapport au futur développement. L'objectif, c'est donc imaginer sa ville de demain, mais sur quels aspects est-ce qu'on va travailler? Est-ce qu'on peut avoir des exemples? Alors par exemple, ça va se dérouler sur 3 axes en particulier. Il y a tout d'abord l'axe territorial, prise de conscience par rapport au territoire sur lequel on vit, préservation des ressources, développement, ça ne veut pas forcément dire construction, ça veut dire aménagement du territoire, donc organisation territoriale, le respect de l'eau, des terrains, des forêts, du territoire que nous avons aujourd'hui. Ensuite, il y a tout l'aspect économique. Comment est-ce qu'on va organiser notre vie de tous les jours par rapport à l'économie, trouver des nouveaux métiers, des nouvelles
nouvelles technologies qui vont nous permettre de faire face aussi aux enjeux climatiques que nous connaissons, énergétiques aussi, ça c'est venu par après, mais c'est vraiment sous l'angle de cette transition climatique. Comment est-ce qu'on doit former aussi nos jeunes, etc. Et puis troisièmement, c'est vraiment l'angle social, c'est la cohésion sociale, c'est la vie du quotidien, c'est les familles, où est-ce qu'on aura des hôpitaux, des écoles. Voilà, c'est se donner les moyens de ne pas être dépendant de l'organisation, mais de se l'approprier. Et je donne juste un exemple, c'est par exemple ne pas avoir besoin de faire 100 km par jour en voiture pour se rendre à son lieu de travail, mais plutôt réfléchir l'espace qu'on a à notre disposition pour rationaliser ses transports, pour avoir des services un peu plus proches des habitations, et puis surtout de s'approprier en fait cet espace districnion et d'en faire quelque chose qui puisse mélanger toutes les populations, mais aussi avec une vision d'avenir par rapport à nos descendants, à quelque part, hein, pour nos enfants. Alors une réponse bien complexe et bien longue, mais on va essayer de décortiquer tout ça, Christine Giraud. Déjà, construire le territoire. Alors évidemment, on ne peut pas le faire tout seul dans notre coin, dans le district de Nyon. Alors évidemment, il y a cette passerelle qui est faite avec le Grand Genève, mais on a parlé d'économie. Est-ce que finalement, on ne va pas vers le Grand Genève uniquement pour des raisons économiques, parce que voilà, ensemble, on est plus nombreux et que finalement, le Grand Genève, c'est aussi la bourse? Alors, je pense qu'il faut ramener tout ça un petit peu plus vers l'humain et se dire que le Grand Genève, en fait, c'est une agglomération plutôt administrative. Ce n'est pas le côté financier qui prime. Ça a été fait au début pour qu'ensemble, on puisse réfléchir à l'aménagement d'un territoire. On le voit bien, le Grand Genève, c'est 209 communes, 117 communes du côté suisse et 90 du côté français. C'est plus d'1 million d'habitants. Donc forcément que si on travaille à l'échelle d'une grande agglomération de ce type-là, on est forcément dans quelque chose de plus puissant aussi au moment où on va demander, on va faire un plan d'agglomération et on peut demander des subventions à la Confédération et aussi au canton de Vaud. Puisque je vous rappelle que le canton de Vaud est partie prenante aussi du Grand Genève. Donc il faut plutôt le voir. Oui, bien sûr, puisque, par exemple, le canton de Vaud est divisé en plusieurs régions, des régions où il y a effectivement des plans d'agglomération, et le district Nyon tout seul serait bien trop petit pour que ça ait un intérêt finalement à l'échelle du canton, voire de la Confédération. Et puis là, de se mettre avec Genève et avec le département de l'Ain et la Haute-Savoie, nous permet d'avoir un bassin de population, encore une fois, de plus d'1 million de personnes, et qui donne une certaine envergure à ces projets qui sortent du Grand Genève. Donc il y a un intérêt aussi d'être plus nombreux et de pouvoir affirmer aussi les besoins de ce bout du pays et le début de la France. Très bien, être tous ensemble pour faire avancer les choses, c'est bien joli dans l'idéologie, mais on le sait, aujourd'hui, il y a cette crise qui est là, qui est imminente. Est-ce que réellement, de discuter encore et encore, ça peut faire avancer les choses? Est-ce qu'au bout d'un moment, ce n'est pas aux autorités politiques de prendre des décisions plutôt que de demander aux citoyens de s'impliquer et de dire finalement, de citer quelques idées? Est-ce que là, il n'y a pas des décisions à prendre plutôt? Bien sûr qu'il y a des décisions à prendre. Le pari qui est fait là, c'est Genève, par exemple, a lancé sa Genève en transition avec une vision très claire par rapport au canton de Genève. Et par ricochet, c'est important que nous aussi, au niveau du Grand Genève, on ait la possibilité de prendre en main cet avenir-là. Donc prendre des décisions, oui, mais sur quelle base et comment le faire? La population, elle peut nous amener aussi des informations, des manières de voir différentes. Et encore une fois, on est quand même sur quelque chose qui devrait aller jusque dans les années 2050. 2050, c'est aussi la sortie, la neutralité carbone, où on s'est engagé, nous Suisses, comme la France, comme d'autres pays, d'atteindre cette neutralité carbone. Ça passe aussi par une sensibilisation de la population, mais c'est surtout donner la possibilité à la population d'appliquer aussi ces mesures. C'est pas quelque chose, on pourrait le décréter, donner des décisions, des obligations, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne dans une démocratie. Dans une démocratie. Donc il y a tout un jeu volontaire de faire participer la population, de les inviter à nous amener leur sensibilité et leurs idées, de manière à ce qu'ensemble on arrive à construire le territoire du district Nyon de demain. D'où le fait d'avoir notamment des enquêtes citoyennes, appelées notamment Demain, c'est aujourd'hui, qui interrogent la population sur leurs aspirations et leur engagement en faveur du climat. Mais est-ce que vous recherchez quelque chose de précis ?
Alors là où on recherche quelque chose de précis, c'est véritablement de comprendre comment la population pourrait s'inscrire dans une vision où il y aurait plus de transport public, moins de transport public, quelque chose de précis aussi par rapport au sentiment de la population. Est-ce que pour eux, ils ont l'impression d'être dans une machine où il y a toujours plus de monde qui arrive, ou est-ce qu'au contraire, ils se sentent encore à l'aise de pouvoir développer leurs économies, leur vie professionnelle, leur vie de famille. Tout ça, ce sont des choses importantes. Et puis, pour moi, ça a vraiment une signification très forte parce que là, c'est vraiment donner la possibilité de repenser typiquement, pourquoi est-ce que je fais 100 km par jour pour aller à mon travail? Est-ce que je privilégierais plutôt d'avoir un travail différent, nouveau, ces nouveaux métiers dont on parle? Ça fait partie des stratégies politiques, notamment du Conseil intercommunal, puisque vous allez en parler notamment lors du prochain Conseil, avec 2 préavis qui concernent la mobilité de demain. Alors le premier qui concerne le financement d'une carte de transport touristique régionale, le deuxième, plus de promotion de la mobilité. Exactement. On le comprend, finalement le politique tend à favoriser les transports publics. Mais est-ce que c'est réellement ce que la population a envie? Alors, moi, je n'ai pas la boule de cristal. Je peux simplement m'exprimer aussi par rapport à la commune de Gland que si nous voulons arriver à ces enjeux climatiques et à cette neutralité carbone, il faudra bien que l'on donne la possibilité aux citoyens d'utiliser autre chose qu'un véhicule privé si on veut atteindre ces objectifs-là. Donc, le transport public, tel qu'on l'imagine, fait partie d'une stratégie. Ce n'est peut-être pas l'unique moyen, ce n'est pas le but. Je crois que ce serait même utopique de penser que c'est l'unique moyen pour toute la population, mais c'est une alternative, peut-être un véhicule motorisé. Ça, je crois que c'est quelque chose que nous, autorités, on est tenus quand même de trouver des nouveaux moyens de mobilité au service de la population. Si je reviens aux 2 préavis qui seront en discussion jeudi soir lors du Conseil intercommunal de région de Nyon qui aura lieu à Saint-Georges, alors effectivement, la mobilité, là, c'est vraiment des moyens de promotion supplémentaires qui s'adressent autant à la population qu'aux entreprises, qu'aux collaborateurs qui travaillent, enfin aux employés qui travaillent dans notre région. Je veux parler d'une application pour du covoiturage ou de l'organisation de déplacements en commun. On peut aller voir par exemple, dans un secteur industriel, aller un peu les mêmes trajets, les mêmes horaires et puis se mettre en relation avec cette personne. Tout ce qui touche les entreprises, ça peut être des plans de mobilité d'entreprise, donner du soutien aussi par rapport à la politique en fait, des entreprises. Et puis ensuite, il y a mettre à disposition une mobilité à tous ces citoyens en tout temps. Exactement. Et de manière efficace et disponible. Oui. Christine Géraud, responsable politique du territoire pour Région de Nyon. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Rendez-vous donc à la maison pour ce samedi qui peut tout changer. Ça aura lieu le 1er octobre du côté de Gland, à la salle des colonnes du complexe de Grandchamp, de 10h à 16h, avec la participation évidemment de Région de Nyon. On retourne à Nyon avec toi, Alexandre, du côté de la Galerie Focale. Oui, je suis rentré me mettre au chaud dans cette galerie, donc comme tu vois, qui est en sous-sol. Et j'ai rejoint Anne Gallo, bonjour. Bonjour Alexandre. Vous êtes la responsable de la Galerie Focale. Et François Cher, bonjour. Vous êtes photographe et membre du comité. On revient à vous juste après pour parler un peu de l'histoire de cette galerie. Mais Anne, on va visiter cette exposition avec vous. Alors, déjà, pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, c'est vrai que vous êtes la nouvelle responsable de cette galerie focale depuis le mois d'avril. Alors, ça représente quoi cette galerie pour vous? Cette galerie, pour moi, ça représente beaucoup parce que je suis venue à la photographie, j'avais 21 ans et puis j'étais vraiment attirée par la photographie humaniste. Et quand j'ai découvert la galerie focale, c'était maintenant il y a 1 année et demie, je dirais, et je venais régulièrement aux expositions, je me suis dit, waouh, enfin un lieu où voilà, je me sens proche du point de vue de la photographie. Et puis, j'ai fait énormément de rencontres ici. Et c'est comme ça que j'ai fini par rentrer au sein de l'équipe de Focale en avril. Oui, parce qu'alors, il faut préciser, c'est vrai que la Galerie Focale expose des photographies documentaires. Tout à fait. Avec justement ce point de vue humaniste qui est cher à la galerie. Ouais. Alors, on va visiter, je vais juste tourner la caméra pour bien qu'on vous suive. Alors, présentez-nous un petit peu comment a été organisée cette exposition 40 ans de Focale. Alors, en fait, c'est très simple. Comme nous avons 40 ans cette année, on s'est vraiment posé la question comment faire pour pouvoir tout simplement offrir un cadeau à tous les proches de Focale, à nous-mêmes également, mais aussi au grand public. Ouais. Et puis, il se trouve que cette année, l'année de nos 40 ans, alors nous avons remis toutes nos archives à l'iconopole de la bibliothèque universitaire de Lausanne. Et puis, ça a été pour nous un peu une impulsion
en voyant toutes ces affichettes que vous voyez là, de nous dire, mais on aimerait beaucoup faire quelque chose avec tout ça, pouvoir valoriser chacune de ces expositions qui signifient un travail de photographe, qui signifie une histoire ici au sein de la galerie. Et voilà, c'est comme ça que nous est venue l'idée de pouvoir les montrer tout simplement, les sortir de leurs archives. Alors là, on commence dans les années 80, hein, ce que je suis en train de filmer, c'est la première décennie de Focal. Vous avez ici la première exposition d'Anne-Marie Grobet, La liberté derrière les murs. C'est assez chouette parce qu'à l'occasion justement du vernissage des 40 ans, alors elle a repris un peu contact avec nous et puis elle nous a parlé justement des tout débuts de Focal. Donc ça, c'était assez émouvant de pouvoir faire place aussi au tout premier, tout comme aux fondateurs aussi également, notamment Daniel Baudrat, qui est venu au vernissage et puis qui a pu nous partager les tout débuts. Et puis, c'est là qu'on a pu vraiment se rendre compte que cette impulsion de Focal du point de départ, alors, perdure toutes ces 40 ans. Mais peut-être vous avez mis des photos en exergue aussi, alors celle-ci, par exemple. Exactement. Alors là, vous avez Simone Opliger. En fait, pour chacune des décennies, on a décidé de mettre un photographe représentatif de cette décennie. Pour les 10 premières années, vous avez ici Simone Opliger, avec un tirage que les ayants droit nous ont autorisé à produire. Et du coup, on est très fiers d'avoir pu produire cette image qui est assez incroyable, qui a été faite à partir d'une reproduction. Puis pour la deuxième décennie, que vous avez ici, à droite, c'est une image de Luc Chesset. On a été chez lui, en fait, pour pouvoir le rencontrer, parler de son travail au sein de Focal, parce qu'il a été exposé 2 fois, 2 expositions personnelles. Ouais. Et puis, on est tombé sur cette image qui est assez incroyable, qui a été réalisée à Bogota, et puis qui nous parle de Cuba, tout simplement. Ça veut dire quoi, l'écriteau qu'il y a écrit derrière? Cuba si Yankees no Juco. Juco. François? François, qu'est-ce que ça veut dire? C'est un groupe politique. Voilà. D'accord. Un groupe politique cubain. Un mouvement politique cubain. D'accord. Et alors, Anne, donc là, on est dans la deuxième décennie, les années 90. Et puis, alors après, si on passe aux années 2000... C'est vraiment assez chouette parce qu'on voit toute l'évolution à travers les affichettes, notamment du logo de Focal, où on voit qui a vraiment évolué. Ouais. Et puis, ça montre tout simplement aussi l'évolution d'une photographie qui petit à petit passe en couleur. Et c'est pour ça qu'on a choisi l'image de Christian Lutz, qui avait fait tout un travail sur la question du pouvoir, avec sa série Protocole. Et donc, il nous a prêté, à l'occasion des 40 ans, ce tirage qui est à vendre, d'ailleurs, tout comme les 4 tirages sont à vendre. Et alors, puis enfin, vous, Anne, c'est vrai que vous avez dû vous plonger dans ces archives de Focal. Exactement, tout à fait. Ça vous a plu, j'imagine, de découvrir... Ça m'a beaucoup intéressé, exactement. Voilà. Et puis, François est encore en train de contempler effectivement le mur avec les différentes affichettes. Et oui, alors vous alliez me dire... Et je voulais vous présenter Catherine. Catherine, c'est son nom. Exactement, Catherine, qui est une image de Lucas Zanier, qui représente la vue intérieure du spectromètre principal et qui est une série en fait qui avait été exposée ici à Focal. Et donc voilà, où on a mis cette image qui représente pour nous, c'est vrai que ça montre la machine. Vous avez parlé au tout début du fait qu'on montrait une photographie humaniste. Il faut dire que Focal montre des sujets, des travaux d'auteurs qui traitent non seulement de l'homme, mais des questions sociales qu'il touche, des questions liées à son environnement, des questions liées à la politique, et aussi liées à sa condition. Je pense notamment, on a exposé récemment Rebecca Boring, qui a fait tout un travail sur la violence domestique, et qui en avait parlé d'ailleurs de manière très poétique. Et c'est ça qui nous intéresse à Focal, de pouvoir montrer vraiment un travail d'auteur propre à chacun, à chaque photographe, et de pouvoir les valoriser ici au sein de notre galerie. Et alors, il me semble que c'est 365 expositions en 40 ans. Exactement, on en vient. Oui, ça en fait, effectivement. Et voilà, et donc il y a ici les 360 quasiment petits flyers d'exposition qu'on a pu ressortir de ces archives. Et pour finir, peut-être, il y a quelque chose qui est important pour nous, c'est que depuis une dizaine d'années, on a un prix Focal grâce à la ville de Nyon qui sponsorise ce prix. Et là, d'ailleurs, on vient de remettre le nouveau prix. Exactement, merci. Le jury s'est réuni récemment et donc on vient d'annoncer que c'est Jordi Ruiz Sichera qui a gagné le 11e prix Focal. Donc là, vous ne voyez pas son prix, évidemment, parce que ce sont les 10 derniers prix qui ont été valorisés ici sur ce mur. Eh ben, merci Anne pour cette petite visite.
Et puis pour en voir plus, il faudra venir à la Galerie Focale. C'est jusqu'au mois de novembre, hein, c'est ça? C'est jusqu'au 6 novembre. a priori. Jusqu'au 6 novembre. Et on est ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h. Ah ben voilà, comme ça, toutes les infos pratiques sont données. François, on se voit après tous les deux pour parler de votre métier de photographe et puis aussi de l'histoire de la Galerie Focale que vous avez rejoint il y a 10 ans. C'est ça? C'est ça. Voilà, Andrea. À tout à l'heure alors. Tout à l'heure, Alexandre, merci beaucoup. À présent, on ouvre une page de sport avec vous. Nils Palmieri, je vous en prie, venez me rejoindre sur ce plateau. Après avoir remporté la Transat en double l'année passée, vous avez fait cette année encore très fort ce mois de septembre en vous classant 6e au classement général de la solitaire du Figaro, l'une des plus importantes courses au large. Vous avez donc remporté également le trophée Vivi qui sacre le meilleur skipper non francophone de la course. Félicitations et bonjour, merci beaucoup d'être avec nous. Alors cette course déjà 6e sur 35 participants. Une jolie victoire, on va y revenir, on va l'expliquer pourquoi. Mais pour vous, qu'est-ce que ça représente déjà? Pour moi, c'est une belle victoire personnelle parce que sur ces 3 années, sur le championnat de course au large, j'avais brillé plutôt en double, notamment l'année passée sur la Transat, qui était une course avec deux marins à bord. Et j'attendais un peu ce bon résultat en solitaire. Et puis je commençais à avoir certaines attentes aussi de mon environnement, les entraîneurs, mais également de mon sponsor. Et là, sur la solitaire du Figaro, qui est une des plus belles courses, des plus difficiles en tout cas dans les courses en solitaire, faire un très bon résultat, c'est vraiment génial. Ouais, une course difficile, mais pourquoi? Qu'est-ce qui fait sa spécificité? Alors en fait, il y a différentes choses. La première, c'est qu'en fait, on navigue pas très très loin des côtes. Donc du coup, il y a sur notre route souvent des pêcheurs, des cargos, mais également la côte. Donc du coup, on est tout le temps sur le qui-vive. Et puis vu qu'il y a la proximité de la côte, il y a également les courants marins. Donc ça, c'est un paramètre météo à prendre en compte, mais aussi des phénomènes de vent thermique, le vent qui se renforce ou qui diminue en fonction de la topographie. Donc en fait, on est tout le temps en train de réajuster sa stratégie. Il n'y a aucun moment de relâchement. Et aussi, vu que c'est par étapes, des étapes de 3-4 jours, on se met vraiment dans le rouge parce qu'on sait qu'on aura 2-3 jours de repos après une étape. Donc en fait, on se met dans un cycle où vraiment on peut se permettre de se mettre dans le rouge au niveau du sommeil notamment. Ouais, ça vous est arrivé notamment d'être dans le rouge et vous avez d'ailleurs souffert de cette fatigue. Ouais, malheureusement. C'est que sur soi. Ouais, voilà, malheureusement sur la deuxième étape, en effet, je m'écroule de fatigue. Ça ne devrait jamais arriver. Et voilà, là, c'est arrivé, donc ça m'a empêché un petit peu la performance parce que le bateau n'était pas tout à fait bien réglé pendant quelques minutes. Ça a duré 1 heure, 1 heure et demie, mais ça suffit pour perdre le contact. Mais j'ai eu la chance aussi qu'on était relativement loin de la côte parce qu'il aurait pu m'arriver une bricole. Oui, alors c'est vrai que vous avez cette manière solitaire de naviguer, je vais l'appeler comme ça, mais sans regarder ce que les autres font autour de vous. Alors c'était une nouveauté aussi pour vous, vous le disiez tout à l'heure, vous avez beaucoup navigué en double. Est-ce que vous, Nils Palmieri, vous y croyez ce fait de naviguer en solitaire ou est-ce que c'était un petit challenge aussi personnel? Alors moi c'était un gros challenge personnel parce que je suis quelqu'un de très... on va dire, voilà, je ne suis pas solitaire dans la vie de tous les jours. J'aime bien passer du temps avec les copains et tout ça, et me retrouver seul sur un bateau. En plus, j'aime bien un peu l'effervescence qu'il y a sur un bateau quand il y a du monde. Et là, me retrouver tout seul, les émotions elles sont décuplées. Et j'ai eu de la peine à les gérer, des émotions positives comme négatives. Des fois, on est dans l'euphorie, et des fois, c'est la détresse à bord. Et ces moments de détresse, j'ai dû beaucoup travailler sur moi pour justement les annuler, c'est pas possible. On va pas se mentir, on passe par des états vraiment pas possibles. Mais voilà, j'ai dû beaucoup travailler sur moi, notamment avec mon préparateur mental, pour trouver des solutions. Et ça a été une très très belle, pas revanche, mais une très très belle victoire personnelle. Ouais. Ouais, on dit souvent qu'on est plusieurs dans notre tête à ce moment-là. Exactement. Voilà, je voulais pas le dire, mais effectivement, c'est ce qui se passe sur le bateau. Ouais. C'est qu'en gros, on a travaillé avec mon préparateur mental pour que justement, il y ait eu plusieurs personnes sur le bateau. Donc, je devrais me filmer, mais c'est assez rigolo. Des fois, je parle à d'autres personnes, mais aussi à différentes facettes de ma personnalité. Voilà la façon dont moi je navigue pour que ça se passe bien en solitaire. Ouais, vous dites que vous êtes un navigateur opportuniste, ça veut dire quoi? Je suis assez... souvent, je fais l'analogie avec le vélo. J'ai plutôt un profil de baroudeur. Voilà, j'aime bien aller à l'avant, j'aime bien me projeter à l'avant de la course. Par contre, des fois, c'est risqué d'ouvrir la route parce que justement, des fois, on bute sur des choses qu'on n'aurait pas vues. Donc, on peut buter sur des courants ou des fois des zones où il y a moins de vent. Et puis, les petits camarades derrière, ils le voient et puis ils dévient leur trajectoire. Voilà, j'y vais beaucoup au feeling et beaucoup un peu au feeling. Je pense que ça résume bien. Ouais, est-ce que c'est permis de tout faire au feeling dans une course comme ça? Parce qu'on l'a entendu, vous nous expliquez, vous ne regardez pas ce que font les autres au sein de la course, mais j'imagine que vous prenez aussi des risques parfois, qui payent ou pas. Mais est-ce qu'il y a des limites? Est-ce qu'on vous dit à un moment, non, là, vous allez trop loin? On se fait taper sur l'entraîneur, des fois, à la fin de la régate, il dit non, mais là, t'as déconné, t'as pris beaucoup trop de risques. C'est le seul qui peut faire ça ou oui, il y a tous les... il y a quand même des règles?
Alors, évidemment, il y a des règles, c'est qu'on a un parcours à respecter, on a des zones interdites à respecter. Évidemment, la côte, on ne peut pas y aller, ou des fois, on peut venir très proche pour s'abriter du courant, par exemple. Mais on a vraiment un parcours qui est bien défini. Évidemment, le jeu, c'est de faire tout ce parcours en jouant. Des fois, on a vraiment on a des grandes possibilités de jouer. Ça a été le cas sur cette solitaire du Figaro, où parfois on avait une marque, par exemple la traversée du golfe de Gascogne, la première marque, c'était les îles Farallonaises. Donc du coup, on avait un champ des possibles qui était énorme. Et ça, c'est quelque chose qui me convient parce que justement, il y a beaucoup plus d'opportunités que quand il y a plein de petites marques de parcours à passer. 6e sur cette course du classement du Figaro, cette double en transat l'année dernière. Aujourd'hui, évidemment, la presse vous sollicite. On vous invite notamment sur différents médias. Est-ce que ça met la pression aussi de toujours aller plus haut? Mais après, ce résultat-là est aussi attendu. Est-ce que ça vous met la pression? Un temps, alors oui, il y avait un peu la pression à un moment donné, surtout que la course, c'est la cartographie. Et c'est vraiment une course au large, comme le Vendée Globe par exemple. C'est une course qui dure très très longtemps. Donc les gens ils sont en permanence pendant 24 heures en train de suivre la course. Et des fois, je sais que je me dis, oups, là, je suis en train de faire un truc, tout le monde doit le voir. Bon, vous me direz qu'en direct TV, c'est la même chose. Mais je pense que sur cette solitaire, j'ai réussi à me détacher un petit peu de tout ça, du résultat. Et c'est pour ça que j'ai réussi à naviguer de manière complètement libérée et à vraiment naviguer à ma manière. Oui, alors c'est votre dernière collaboration avec Teamwork. C'est quoi la suite? À quoi va ressembler on est encore en discussion avec mon partenaire. C'est d'actualité. Peut-être rempiler une année. Je referais bien une solitaire du Figaro, mais vraiment, maintenant, je sais ce qu'il faut faire et pas faire pour bien s'y préparer. Donc, c'est en discussion actuellement. Ce serait une année de transition pour moi l'année prochaine. Mais j'aimerais bien me focaliser, faire une saison vraiment où je peux me focaliser sur la solitaire en faisant peut-être pas toutes les courses en amont. Ça m'a épuisé, ça m'a pas mal fatigué. Mais voilà, ce sera de toute façon l'année prochaine. Il va falloir que j'ouvre, que je saisisse des opportunités sur d'autres supports, par exemple. Nils Palmieri, merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se plaisir. réjouit de reprendre le large en votre compagnie. Peut-être qu'Alexandre reviendra notamment sur votre bateau. Voilà. de beaux souvenirs et peut-être, pourquoi pas, en photo. Alexandre, on retourne à toi. Et d'ailleurs, j'avais une petite question. Le prix de ces photos, on a vu tout à l'heure la Catherine. C'est quoi le coût de la Catherine? Ah, c'est quoi le coût de la Catherine? Des tableaux, Andrea demande. Est-ce que Anne a une réponse? Le coût des tableaux, ça coûte combien à acheter les tableaux? Si, François, il sait. Non, moi je ne sais pas, mais ils sont effectivement à vendre. Hein. Ouais. Je crois. Celui de Christus, il nous a demandé de lui demander s'il y avait une personne intéressée. D'accord. Ah oui, donc c'est à voir avec les photographes en général. Exactement. Celui-ci est déjà vendu, celui de Ouais. Simone Kiguer. Mais je pense que c'est une info qui t'intéresse. Juste combien ça vaut? C'était quoi, 2005 hein? Ouais, peut-être qu'Andrea veut acheter, c'est ça. Celui de Chelsea, il est à 3500. Ah oui, voilà, 3500 francs pour une photo comme celle-ci sur Cuba, Andrea, par exemple. Bon, très bien, ça donne un exemple. François, parlons ensemble de cette galerie. Alors, je disais, vous êtes photographe et vous avez rejoint le comité de Focal il y a 10 ans. Alors, c'est vrai que Focal, elle est née en 1982, mais c'était une des pionnières, vraiment, parce que c'était la première galerie à se consacrer uniquement à la photo documentaire, c'est ça? Absolument. Ouais, ça a compté, en fait, là-dedans, c'est... Alors, dans ma décision de rejoindre effectivement le comité, ça a compté. Moi, j'ai exposé en fait en 2008 un travail sur la corrida de village au Mexique. Et en 2010, je suis devenu... Est-ce qu'on peut voir votre photo que je tourne? Bien sûr. Hein. Voilà. Alors, la photo qui vous appartient, voilà, elle est ici. Donc, c'est vrai que vous avez exposé à Focal avant de l'argent, mais qu'est-ce qu'elle a représenté pour les photographes, cette galerie? Un lieu, je dirais que c'est encore plus à présent que la photographie documentaire est un petit peu moins présente dans les galeries. On est beaucoup sur l'art contemporain et la photographie vraiment documentaire est un petit peu moins à la mode, entre guillemets. Donc voilà, c'est un peu un temple qui défend vraiment cette photographie documentaire en prise avec le réel, qui parle de sujets humanistes. Ça peut être de la politique, ça peut être de la poésie, ça peut être énormément de choses finalement. Qu'est-ce qui vous plaît, vous, dans la photographie documentaire? Qu'est-ce qui a fait que vous avez voulu vous consacrer à cet art et particulièrement à la photo documentaire? Bon, alors, je pense que c'est quand même c'est l'envie d'aller à la rencontre de l'autre. Et puis, quand on est photographe, on a une espèce de sésame où on peut avoir accès à des lieux où, en tant que simple individu, c'est très difficile. Ouais.
Quels sont si on retrace un peu les 40 ans ensemble là, avec cette exposition, François, quels sont les souvenirs mémorables d'exposition qui vous viennent en tête là, quand vous voyez toutes ces affiches? Alors, bon, moi, comme je vous disais, j'ai rejoint l'équipe seulement il y a une douzaine d'années. Oui. Mais je sais qu'il y a eu quelques très grands photographes qui ont exposé ici, dont par exemple Mario Giacomelli. Il y a eu Robert Frank. Et à l'époque, effectivement, les choses se faisaient un petit peu plus à la bonne franquette. Actuellement, tous ces grands photographes sont représentés, ont des agents. C'est extrêmement difficile. Il faut louer des expositions. Ça coûte énormément d'argent et nous, on n'a pas un budget si grand. Et comment elle a évolué, la photo documentaire en 40 ans? Alors, je pense que... bizarrement, je dirais que après tout, l'évolution du médium en lui-même, je ne pense pas que c'est la chose la plus importante. Alors, on est passé effectivement de la photographie analogique à la photographie digitale, ce qui a permis en fait quand même passablement de manipulation sur l'image, etc. On a un usage du noir-blanc qui est beaucoup moins fréquent. Mais à la fin, pour moi, en tout cas, ce qui reste... C'est la façon de faire, finalement, qui a changé, plus que la technique? Un petit peu, non, je pense que vraiment c'est l'outil qui a énormément changé. Oui. Mais à la fin, pour que la photographie soit intéressante, pour moi, il faut quand même qu'elle raconte une histoire. Donc à la fin, pour moi, peu importe le médium, peu importe la technique, mais il faut qu'on me raconte quelque chose qui me... Alors, c'est quoi la plus belle histoire dans cette exposition? Oh, il y en a plein. Il y en a énormément. Vous devez en choisir une, François. Moi, j'avais rejoint... c'était une des plus grosses grandes expositions. Peu après que j'ai rejoint le comité de sélection, c'était Paolo Woods, qui est un des grands photographes du XXe siècle, qui avait exposé ce travail sur la Chine-Africa, sur la Chine-Afrique. Toute une série de portraits de Chinois qui, de manière tout à fait... décomplexé, posé devant le photographe. Et on voyait bien ce rapport qu'il y avait avec l'Africain, qui était un rapport de domination totale. Et on avait été vraiment enchantés de pouvoir montrer Paolo Woods. Eh ben, merci beaucoup, François. Et merci aussi, Anne, pour cette visite. Du coup, longue vie à Focal. Et puis, voilà, jusqu'à novembre, ici, pour voir ces 40 ans d'exposition ici, Andrea. Bonne journée. Merci à vous. Bonne journée, Alexandre, et un joyeux anniversaire à la Galerie Focal. Merci beaucoup à la maison d'avoir été en votre compagnie. On se retrouve demain. Bonne suite de programme.